Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, la mort observée. La mort pensée. Dans les sociétés techno-industrielles actuelles, quelle est l'attitude devant la mort? Dans nos sociétés occidentales, généralement, on est passé de la mort autrefois acceptée à la mort déniée, tout en maintenant certains archétypes. Chaque culture, aux différentes époques, a produit sa compréhension de la mort, mort-transition, changement d'état, fusion avec un tout, destruction totale de l'être. Au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle, en Occident, la mort apprivoisée, Ph. Ariès, est acceptée en raison de la foi en Dieu, et de la croyance en un au-delà après la mort. La mort est sociale, le mourant étant entouré de sa famille et de ses proches. Au Xi et XIIe siècle, l'art le représente ainsi, avec la Vierge et les figures du bien et du mal, car Dieu et Satan se disputent la possession de l'âme du mort. Symbole de mémoire, désir d'éternité pour les survivants, les cimetières sont les villes des morts installées près des églises proches des vivants. L'enterrement n'est que la mise en terre d'un corps déserté par l'âme. Mais à partir du XVIIIe siècle, la dépouille mortelle devient symbolique. Au XIX et XXe siècle, les cimetières sont rejetés à la périphérie. Déjà indicible, la mort devient honteuse, cachée. On cesse de la représenter. On ne meurt plus entouré des siens, mais seul à l'hôpital où la mort est rationalisée, dans les mains des médecins. On ne se rend plus obligatoirement sur les tombes, car le plus souvent, le mort est incinéré. Retour à une pratique la plus anciennement connue puisqu'au néolithique la crémation l'emportait sur l'inhumation et ses cendres sont dispersées. Selon L.V. Thomas, en raison du passage d'une société d'accumulation des personnes à une société d'accumulation des biens, la mort de l'autre, qui nous confirme la certitude de notre propre finitude, est déniée, escamotée. Le deuil n'est plus collectif, mais individuel. En Amérique, le mort est d'abord rendu présentable dans un salon funéraire, embaumé, maquillé. Thanatopraxie, retour à certaines pratiques africaines, puis il est rejeté dans l'inconnu. Pourtant, demeure la fête des morts, souvent confondue avec la fête des saints ou Toussaint créée par le pape Boniface IV en 610 et jour férié dans plusieurs pays. Ancien rituel païen, survivance du passé, pratiqué encore par de nombreuses cultures et religions à différents jours de l'année. Les druides fêtaient la commémoration de tous les morts pendant la nuit du 1er au 2 novembre. En 998, l'abbé de Cluny Saint-Odilon institue la fête des morts, approuvée par les papes, le lendemain de la Toussaint, le 2 novembre. Ce jour-là, les tombes sont visitées, entretenues et fleuries de chrysanthèmes. 21 millions de pots achetés en 2010 en France. Ph. Ariès. L'homme devant la mort, 1977, édition. Seuil, 642p, Edgar Morin. L'homme et la mort, édition. Seuil, 1970, 372p, Michel Vauvel. La mort et l'Occident, 2300 à nos jours, édition. Gallimard, 793p. Louis-Vincent Thomas, Anthropologie de la mort, 1988, édition. Payot, 544p, André Langanet. Ainsi va la vie, 2011, édition. Sang de la terre, 348p. Quelques pensées sur la mort? Rappel de quelques types de pensées sur la mort. Indication des sujets de réflexion de tant d'auteurs. Une belle mort est plus à souhaiter qu'une longue vie. Sénèque, 1er siècle, fragment. Souhaiter la mort dans ses chagrins, ses faiblesses, s'y exposer par devoir, ses vertus, s'y soumettre quand la nature l'ordonne, c'est la vraie sagesse. A. de Labouisse Rochefort, 1810, Pensée et réflexion morale. La pensée de la mort qui décourage les hommes ordinaires n'est pour les grands hommes qu'un avertissement à se hâter. J.J. de Lingré, 1814, Réflexion et maxime. À quoi bon se reposer aujourd'hui, sachant que demain tu dormiras longtemps éternellement. Louis-Philippe de Ségur, 1818, L'homme. La mort est l'enfantement de la vie véritable, l'aurore du jour qui n'aura point de fin. Elwog, 1862, La pensée israélite. Les vieux vont à la mort vient aux jeunes. Aeschylose, 1855, L'esprit anglais. Être mortel est l'expérience humaine la plus élémentaire, et pourtant l'homme n'a jamais été en mesure de l'accepter, de la comprendre, de se comporter en conséquence. L'homme ne sait pas être mortel et quand il est mort, il ne sait même pas être mort.
Monsieur Kundera, 1978, Le livre du rire et de l'oubli. Les religions servent à ça. Donner de l'espoir que tout ne sera pas fini avec notre fin véritable et imposée par un système de punition et de récompense dans l'autre monde, une morale collective à l'humanité. J. d'Ormesson, 2013, Un jour je m'en irai sans avoir tout dit. Jean-Claude Ameisen, Daniel Erne-Léger, Emmanuel Hirsch. Qu'est-ce que mourir? 2010 édition. Le Pommier, 191 p. Quel comportement sur l'atteinte à un cadavre? Pour quelque raison que ce soit, les atteintes à un cadavre, quelles qu'elles soient, sont toujours considérées comme choquantes. Le corps, même mort, n'est pas un déchet, il reste la marque de ce qui a été un être vivant. De l'Antiquité au Moyen Âge, la dissection de corps humains a généralement été impossible, sauf pour quelques hardis précurseurs tels Hérophile et Erasistrate -300 AV. JC, en raison de superstitions ou de croyances religieuses. À l'époque d'Aristote, elle était strictement interdite. Les médecins hippocratiques estimaient d'ailleurs que tout peut être connu de l'extérieur, ou par la méthode analogique, car tout n'est pas fondamentalement différent, même si ce n'est pas la même chose, selon Galien 1525. En 1300, le pape Boniface VII édicte une bulle contre la coutume d'extraire le cœur des croisés pour le rapporter en terre natale, afin de ne pas entraver la résurrection du corps, mais en 1347, le pape Clément VI autorise la dissection des corps morts par la peste pour tenter de connaître la cause de l'épidémie. Ensuite, les dissections humaines de condamnés durent avoir le consentement du clergé. Les premières dissections publiques eurent lieu à Montpellier en 1377, à Paris en 1478. Une encyclique de Sixtus IV, 1475, permet la dissection de corps humains de condamnés, légalisant ainsi la recherche anatomique, et une bulle de Clément VIII, 1531, précise les modalités d'accès du public aux dissections. En 1492, Léonard de Vinci, faute de corps, faisait dérober des cadavres dans les cimetières et achetait des suppliciés aux bourreaux pour les dissections figurant dans ses albums de dessins, et dans le théâtre anatomique de Padoue où officiait Fabrice d'Aquapendante, le cadavre était sur une table escamotable en sous-sol en cas d'intervention de l'Inquisition. En 1543, Vézal publie le premier traité d'anatomie humaine, De Humani Corporis Fabrica, résultant d'observations faites le scalpel à la main. Le tabou qui pèse sur les cadavres est manifesté, par exemple, par le scandale qu'a soulevé l'exposition de von Hagens, Body Worlds, de 1995 au Japon. Von Hagens est l'inventeur d'une technique de conservation des corps, la plastination, durcissement des tissus par des polymères. L'exposition présente ainsi à Marseille en 2009 des corps humains, probablement de condamnés chinois, plastinés en diverses positions de vie. Visitée par des milliers de personnes saisies entre fascination et répulsion, elle souleva de vives controverses, notamment la désapprobation du comité d'éthique, essentiellement parce qu'elle met en scène des corps qui ont été des êtres humains. On peut évoquer de même l'horreur que provoque la profanation des tombes. En 2010, 214 profanations de tombes en France, et la réticence ou le refus de parents pour le prélèvement d'organes sur leur enfant mort, ce qui pourtant permettrait la survie d'un autre enfant. Jacques Le Goff, Nicolas Thiong. Une histoire du corps au Moyen-Âge, 1996, édition. Liane Lévy, 240 p. Christine Jespersen, Alicia Rodriguez, Joseph Stan. The Anatomy of Body Worlds. Critical Essay on the Plastinated Cadavers of Günther Hagens, 2009, édition. McFarland & Co. Inc., 267 p. Günther Hagens. Body World. Exhibition of Real Human Bodies, 2013, édition. Art et Sciences, 240 p. Comment ne pas craindre la mort? Nombreux sont les philosophes qui ont tenté de donner des solutions à cette question, mais c'est la dérivation vers l'imaginaire, croyance, qui est la solution la plus pratiquée. La mort modifie notre rapport au temps, à soi et aux autres. La peur de la mort est la peur de la mort matérielle, l'angoisse de la mort est la conscience de la révolte contre le fait de mourir, car l'homme est le seul animal à en avoir conscience. Seul l'homme meurt, l'animal périt. Heidegger. On peut supprimer l'angoisse de la mort par sa raison ou par une autre obsession, entrer dans l'histoire, rester dans la mémoire collective, se sacrifier à une idéologie en devenant un héros ou un martyr, donc par soi-même.
On peut faire appel au soutien d'une religion enseignant un au-delà ou un ailleurs, dans un univers semblable à celui des vivants ou différent et lointain, ou à une résurrection ou un passage dans un autre corps, avant l'abandon de tout corps. On peut aussi espérer en des progrès scientifiques permettant un jour d'annihiler la mort, et en cette attente, se faire cryogéniser ou cloner. Pour le chrétien Denis Moreau, afin de ne pas craindre la mort, il faut que la mort ne soit pas un terme et qu'il soit permis d'espérer que cette continuation post-mortem s'opère dans des conditions très heureuses. Peut-on apprendre à mourir ? Bien des philosophes depuis Épicure se sont efforcés de montrer que la mort n'est pas à craindre. Pour Jankélévitch, ce que la mort exige, c'est une préparation sans préparatif. Selon Montaigne, reprenant une idée de Platon, la pensée permanente de la mort permettrait de surpasser la mort, renoncer à la vie rendrait la mort jouissive. Au cours du temps, la crainte de la mort dans nos sociétés est devenue regret de la vie, puis regret d'avoir mal vécu. Pour Freud, au-delà du principe du plaisir, 1920, la pulsion de mort, notion qui a été des plus controversées, s'insérant dans un dualisme où elle s'oppose à la pulsion de vie, Eros, lie tout désir agressif ou sexuel, au désir de mort, au retour au corps absolu de l'inorganique. Chez les pluricellulaires, la libido rencontre la pulsion de mort ou de destruction qui domine chez eux et tend à désintégrer cet organisme cellulaire et à conduire chaque cellule à l'état de stabilité inorganique. Das ökonomische Problem das Masoismus, 1924. Le phénomène de la vie est la résultante d'une interaction constante entre la libido qui fournit l'énergie à Eros et une pulsion de mort qui tend à le ramener à l'état inorganique. La biologie montre aussi que la vie est une suite de cycles de construction-déconstruction, autodestruction et auto-organisation, équilibre entre réactions antagonistes. Une cellule est porteuse dans son organisation même d'un mécanisme de mort programmée, et la vie résulte de signaux empêchant les processus de mise à mort de se déclencher. Dirigée vers l'extérieur, la pulsion de mort est l'agressivité. En revanche, dirigée vers l'intérieur, elle est le masochisme. André Berge. La peur de vivre et l'angoisse de mourir, 1963, édition. Grasset, 272 p. Bernard Baudouin. Pour ne plus avoir peur de la mort. Mieux comprendre la fin de vie, 2001, édition. Ramsay, 284 p. Frank Gutgeber. La mort, une compagne pour la vie, 2006, édition. Kunchab, 161 p. Nicole Montinery. N'ayez pas peur de mourir, 2013, édition. Acaria, 123 op. La mort a-t-elle de tout temps inspiré les artistes ? La mort a toujours été une inépuisable source d'inspiration pour tous les créateurs, qui l'ont ainsi sublimée. Dans les peintures murales du Paléolithique, l'art pariétal était déjà centré sur deux thèmes, la fécondité et la mort. Parce que la mort est au cœur des préoccupations de l'homme, elle est un sujet central pour les poètes, romanciers, auteurs, tragédiens, sculpteurs, peintres, musiciens, chanteurs, cinéastes. Alors que dans la Grèce antique la mort peut être figurée sous les traits harmonieux d'un jeune homme endormi, au Moyen-Âge la mort est personnalisée sous la forme d'un hideux squelette revêtu d'une robe noire ou d'une femme pourvue d'une faux, la grande faucheuse. Les représentations de corps morts, gisant sereins, transis, trépassés décharnés, ou de parties du corps, crâne, visent à une interrogation sur les vanités des désirs terrestres et au rappel de l'échéance inéluctable, menant soit au salut soit à la damnation. L'évocation de la mort peut être un rappel de la seule réalité supprimant les inégalités, danse macabre, comme à l'ouverture au jugement dernier ou un hommage à l'héroïsme, monument aux morts. Le cadavre lui-même peut devenir matière d'art, body worlds. Françoise Victoria Ponsu. Les images de la mort, 1998, édition. Ponsu Victoria, 47 p. Robert Favre. La mort, le temps, la poésie. 2000 édition. Paul, 356 p. Pascal Dubois. L'art et la mort, 2006, édition. CNRS, 128 p. Anne Carole, Isabelle Renaudet. La mort à l'œuvre, usage et représentation du cadavre dans l'art, édition. Publication Université de Provence, 312 p. Sylvia Girel et Fabienne Soldini. La mort et les arts aujourd'hui, 2013, édition. L'Harmattan, 466 p. La mort vécue. Comment reconnaître le corps d'un mort ?
La définition de la mort dépend en fait de nos possibilités de réanimation, comme le démontre une fois de plus le cas tragique de Vincent Lambert. Voir euthanasie. La définition de la mort biologique est malaisée. Les mécanismes de la mort naturelle et sa raison d'être commencent à peine à être connus. Au XVIe siècle était considéré comme mort celui qui ne bougeait plus, puis ce fut celui qui ne respirait plus, enfin celui dont le cœur ne battait plus. Mais un massage cardiaque mis en place avec rapidité peut permettre la survie, et il arrive, exceptionnellement, que le cœur reparte, alors que les médecins s'apprêtent à prononcer la mort. Cas d'une Américaine de 40 ans dont le cœur avait cessé de battre depuis 45 minutes après son accouchement suite à une embolie amniotique. Les caractéristiques du cadavre sont la rigidité, le refroidissement, la déshydratation, les lividités. Aujourd'hui, pour permettre l'utilisation du corps à des fins scientifiques ou thérapeutiques, on fait appel à une mort dite clinique qui est l'arrêt du fonctionnement cérébral attesté par un électroencéphalogramme plat. Il y a donc des cadavres naturels et des cadavres artificiels pour lesquels une équipe médicale maintient certaines fonctions physiologiques. Définir la mort cérébrale comme mort humaine en revient au fondement du dualisme du corps et de l'âme, et à la reconnaissance du primat de cette dernière. La mort serait la fin de la personne. La mort clinique irréversible, individu vivant mais déclaré mort par les médecins, mort cérébrale introduite en droit français en 1968. Circulaire Jean Nenet actualisée le 31 mars 1978 par décret numéro 78 A 501, puis par circulaire du 20 mai 1980 DGS 185 AS1 A4 et en 1996 par les articles R 671 7 1 à 6717-4 et R 672 du Code de santé publique, doit se traduire par 2 électroencéphalogrammes plats à 4 heures d'intervalle, pendant 20 minutes, en dehors des conditions de narcose et d'hypothermie. La loi autorise alors un prélèvement des organes, avec les critères de consentement, gratuité, anonymat, interdiction de publicité. Un autre examen possible est l'angioscanner montrant l'absence de circulation cérébrale à laquelle un cerveau ne peut survivre au-delà de quelques minutes. En droit français, 1996, selon les articles du Code de la santé, la mort est définie par l'absence d'activité consciente et motrice, l'abolition des réflexes du tronc cérébral, l'abolition de la ventilation pulmonaire. La mort cérébrale est un coma irréversible. On distingue le coma, absence totale d'éveil et de conscience, l'état végétatif, EV, éveil mais absence de conscience, l'état de conscience minimale, ECM, éveil et conscience fluctuante, ainsi que le syndrome d'enfermement, LI, niveau d'éveil et de conscience normaux, mais incapacité d'expression autrement qu'en bougeant les yeux et les paupières. Le coma dépassé, où la vie végétative ne peut se prolonger que s'il y a assistance, peut durer de quelques mois à plusieurs années. L'imagerie cérébrale permet de repérer l'activité neuronale propre au traitement conscient ou au traitement inconscient. À noter que l'accès à la conscience ne surgit qu'un tiers de seconde après un stimulus extérieur. Lors de la prise de conscience, le message, jusque-là confiné dans un circuit spécialisé fronto-pariétal, est acheminé à toutes les aires du cerveau qui se mettent à coder selon leur spécialité. Une région du cerveau, le claustrum, convergence de connexion de différentes parties du cortex cérébral, pourrait intervenir dans la production du caractère unifié de la conscience, car des stimulations électriques à ce niveau pourraient à volonté éteindre et rallumer la conscience d'un sujet. Les sorties du corps, out-body experience ou expérience de mort imminente, EMI découplent la liaison corps-esprit. Après retour à la vie, suite à cette mort apparente, les sujets décrivent la vision d'une lumière comme il est décrit dans le livre des morts tibétains, le Bardo Thodol, la sortie d'un tunnel où ils déclarent avoir plané au-dessus de leur corps et vu les actions des personnes présentes autour d'eux. Des EMI peuvent être partagées par des personnes accompagnant des mourants. Elles peuvent être provoquées par la stimulation électrique de la jonction temporo-pariétale du cerveau, qui joue un rôle dans la formation de l'image du corps. Le processus de mort procède par étapes. Aussi, en 2015 pour donner un exemple récent, une Chinoise est sortie de son cercueil au bout de 6 jours pour faire sa cuisine. En 2015 toujours, un jeune homme de 14 ans est resté bloqué 45 minutes sous l'eau, en état d'arrêt cardiaque et avec une température du corps tombée à 29 degrés Celsius déclaré cliniquement mort, branché en réanimation,
il a finalement récupéré au bout de 15 jours ses fonctions vitales. Par stimulation par résonance magnétique, il a repris graduellement conscience, retrouvant une activité neurologique normale. Dans les états aux frontières de la mort, Near Death Experience, le soi conscient est délivré de la douleur et du corps. Ce résultat est aussi obtenu en mâchant les feuilles d'une plante du Mexique, la sauge des devins, Salvia divinorum, dont la salvinorine est une molécule dissociant la conscience du corps. Marc-Alain Descamps. Les expériences de mort apparente et l'après-vie, 2008, édition. D'Angle, 316 p. Sylvie de Thiola et Claude-Charles Fourier. État modifié de la conscience, 2011, édition. Favre-Ça, 360 p. Pim Van Lommel. Mort ou pas? Les dernières découvertes médicales en EMI, 2012, édition. Interédition, 476 p. Stephen Loray. Un si brillant cerveau. Les états limites de la conscience, 2015, édition. O. Jacob, 293 p. Caroline Schnackers, Stephen Loray. Coma et état de conscience, 2015, édition. Springer Verlag, 170 p. Quels sont les signes de l'agonie? Phase ultime de l'existence. L'agonie peut durer de quelques heures à 1 ou 2 jours, manifestée par une suite de symptômes précédant la mort imminente. Il y a d'abord perte d'appétit, refus de manger, incapacité d'avaler, sommeil excessif. La dénutrition a pour conséquence la fatigue, la formation d'escarres, la déshydratation, par polyurie précédant une anurie. Le métabolisme ralentit, la pression artérielle varie rapidement, la concentration du sang en gaz carbonique augmente, ce qui rend de plus en plus difficile la respiration. Les sécrétions bronchiques vont croissant, râles désagonisants. Surviennent la perte d'intérêt pour l'entourage, les troubles gestuels, visuels, la perte de conscience, la perte de contrôle des sphincters, le blocage des reins, l'œdème des pieds, des mains et du visage, le refroidissement des extrémités. Les pauses respiratoires annoncent le coma et la mort. Un arsenal de médications administrées à bon escient permet de rendre paisibles les derniers moments, à domicile comme à l'hôpital. Dr Schwalb. La phase ultime, 2007, édition. Formation Asper Colmar 22 p. Que sont les soins palliatifs? Quand il n'y a plus de traitement curatif, les soins palliatifs sont une préparation pour qu'en fin de vie, le passage à la mort soit sans douleur et le plus doux possible. Qualité de la mort. Selon l'OMS, les soins palliatifs sont des soins actifs, continus, évolutifs et coordonnés cherchant à améliorer une meilleure qualité de vie des patients et de leurs familles, face aux conséquences d'une atteinte potentiellement mortelle, par la prévention de la souffrance identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que par le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. Il en est de même dans la circulaire DOS 2-2008-99 du 25 mars 2008. Dans le Code de la santé publique, ils sont décrits comme des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Article L11110. La loi Leonetti du 22 avril 2005 précise que tous les traitements doivent être appliqués par le médecin pour soulager la douleur, sauvegarder la dignité du mourant et assurer la qualité de sa fin de vie. En France, c'est une circulaire d'août 1986 relative à l'organisation des soins et à l'accompagnement des malades qui a initié les soins palliatifs dont la première unité a été créée à Paris en 1987. Les unités de soins palliatifs, USP, d'une dizaine de lits avec 30 soignants accueillent les patients pour une durée limitée. Les équipes mobiles de soins palliatifs, EMSP, pluridisciplinaires, constituées de plusieurs spécialistes, médecins, infirmiers, psychologues, aides-soignants, assurent la prise en charge globale et continue du patient, qui a une maladie grave, évolutive et terminale, et de sa famille, ainsi que le retour éventuel à son domicile. La loi numéro 2010-209 du 2 mars 2010 prévoit un dédommagement pour une personne accompagnant le malade. Les services d'hospitalisation à domicile et les réseaux de soins palliatifs assurent les soins palliatifs à domicile. En France, en 2012 pour 5000 lits identifiés soins palliatifs, LISP,
Il y avait 122 USP, 1300 lits et 418 EMSP. Seulement 20% des personnes qui devraient être en soins palliatifs y ont accès, en raison de grandes inégalités géographiques. Le nombre de lits en USP est de 2,09 pour 100 000 habitants en moyenne, de 5,45 dans le Pas-de-Calais. Les 2/3 des USP sont concentrés dans 5 des 26 régions françaises représentant 42% de la population. Les besoins de santé sont en effet très inégalement répartis selon les territoires, et il est prévu un accroissement de ces inégalités régionales. En outre, 80% des médecins ne reçoivent aucune formation pour la prise en charge de la douleur. L'Union nationale des associations pour l'accompagnement et le développement des soins palliatifs utilise des bénévoles ayant suivi une formation obligatoire pour aider au soutien psychologique des patients et à la formation des soignants. La prise en charge est assurée par la Caisse nationale d'assurance maladie et l'association. Régis Aubry, Marie-Claire Doyd. Soins palliatifs et éthique de fin de vie, 2013, édition. Lamar, 253 p. Dominique Jacquemin. Manuel de soins palliatifs, 2014, édition. Duno, 1248 p. La mort recensée. Combien de décès en France chaque année? On compte environ 1,5 million de morts par an, en France. Chaque année dans le monde, ce sont environ 56 millions de personnes qui meurent, dont 17 à 18 millions à cause de maladies cardiovasculaires, essentiellement dans les pays riches. En France, il y a à peu près un mort toutes les minutes, soit 40 000 à 50 000 par mois. En 2012, il y en a eu 560 868 en raison de la vague de froid. Depuis 2006, le nombre de décès augmente régulièrement en raison du vieillissement croissant de la population, l'espérance de vie ne cessant de croître. En 2012, il y avait en France 17 000 centenaires dont les 9/10 étaient des femmes. Les personnes âgées meurent plus en hiver, l'été étant quant à lui plus propice à la mort des jeunes. Bien que la mortalité infantile ait été divisée par 3 en 30 ans, la France qui était au 5e rang dans la zone européenne en 1999, est passée au 14e en 2008. La mortalité infantile est 2,5 fois plus élevée dans les territoires d'outre-mer. Pour avoir une vision plus précise, 54,5% des morts ont lieu à l'hôpital, 27% à domicile, 1,5% sur la voie publique. Les causes de la mort sont pour 30% des cancers, poumons, sein, rectum, côlon, prostate, des accidents cardiovasculaires, 27% dont 6% d'accidents vasculaires cérébraux et 20% d'obstruction des coronaires, les maladies infectieuses, pneumonie, grippe 2%, atteinte des voies respiratoires, 2%, les accidents de la route, 0,89% et accidents domestiques, les maladies neurodégénératives. Les accidents du travail en baisse, 2383 en 1971, 529 en 2010, sont de l'ordre de 700 par an, touchant surtout les agriculteurs, les ouvriers de la construction et les employés des transports. En France, la moyenne des homicides, volontaires, involontaires ou sans volonté d'entraîner la mort, est de 2 par jour, soit 0,8 pour 100 000 habitants. En 2012, 26 homicides ont été commis par des femmes dont 2 étaient auteurs habituels de violences conjugales. Dans le monde, 603 millions de personnes vivent dans des pays où la violence n'est pas un crime. Albertine Aouba, Mireille Ebé, Georges Ray, Gérard Pavillon, Éric Jougla. Données sur la mortalité en France. Principale cause de décès en 2008 et évolution depuis 2008, bulletin de l'épidémiologique hebdomadaire, 2011, numéro 22. Statistiques des causes médicales de décès. Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès sur toute la France. Institut national de la statistique et d'études économiques. Démographie. Nombre de décès 2013. Y a-t-il plus de morts dans les catastrophes naturelles que dans celles d'origine humaine? Le nombre de catastrophes naturelles dans le monde aurait tendance à augmenter en raison des changements climatiques et le nombre de victimes, dépendant aussi des conditions démographiques et sociales, croît dans les pays pauvres et exposés. En 2011, il y a eu 29 782 morts dans 302 catastrophes et au cours du premier semestre de 2015 on comptait 16 000 morts. Les catastrophes naturelles sont pour environ 40% géologiques, séismes, tsunamis, éruptions volcaniques,
55% climatique, cyclone, tornade, tempête, inondation, incendie, ou biologique, épidémie, invasion d'insectes que nous considérons à part. Leur coût économique est de l'ordre de 102 milliards de dollars par an. En 1970, elles ont causé 2 millions de morts recensés, 800 000 en 1990 et 295 000 en 2010, dans 95 catastrophes. Rappelons les célèbres éruptions de Santorin détruisant en 1500 AV. JC la ville d'Akrotiri de l'île Terra et la civilisation minoenne, ce qui aurait été à l'origine du mythe de l'Atlantide, faisant 30 000 morts, puis l'éruption du Vésuve détruisant Pompéi en 79. L'éruption du Tambora, Indonésie en 1815 a quant à elle fait 92 000 morts, celle du Mont Pelé, Martinique, 29 000 morts en 1902 et celle du Nevado del Ruiz 25 000 morts en 1985. Le séisme de Port-au-Prince, Haïti en 2010 a fait 230 000 morts, celui d'Andamsan, Sumatra, en a fait 228 000 en 2004. Le tsunami de décembre 2004 qui a frappé plusieurs pays d'Asie, Malaisie, Thaïlande, Inde, Sri Lanka, est responsable de 270 000 morts. Le cyclone de Boda, Bangladesh de 1970 a fait 400 000 morts, celui de septembre 2004 à Haïti en a fait 1870, 2620 blessés, 846 disparus, 300 000 sinistrés et celui de Narji, Birmanie, en 2008 est responsable de la plupart des 235 000 tués. En 1975, un cyclone a provoqué en Chine la destruction de plusieurs barrages, faisant 26 000 morts auxquels la famine en résultant en a ajouté 150 000. Le petit âge glaciaire de 1709 est responsable en France de 630 000 morts. L'hiver de 1962 à 63, le plus rigoureux du XIXe siècle, a fait en France plus de 50 000 morts et le froid de janvier 1985 près de 9 000. Suite à un crash d'avion dans la cordillère des Andes, des Nicaraguayens ont survécu après être restés 72 jours dans des conditions de température qui ont baissé jusqu'à moins 40 degrés Celsius. La vague de chaleur d'août 2003 est responsable de 70 000 morts en Europe, dont 15 000 en France, sur mortalité de 60%. La canicule de mai 2015 en Inde a causé en une semaine 17,000 morts. Selon Taylor, des hommes placés dans des cabines où l'air circulant a été progressivement porté de 38 à 120 degrés Celsius ont tenu un quart d'heure, la température corporelle générale se maintenant à 38 degrés Celsius grâce à une abondante sudation, mais avec 192 pulsations cardiaques par minute. En France depuis 2003 un plan canicule est mis en place et toute une suite de circulaires, de 2006 à 2012, définit les actions à prévoir et à mener au niveau local, hospitalier et national quand le plan est déclenché. 21. Le réchauffement climatique, sécheresse, montée du niveau de la mer, manifestations extrêmes, va causer des millions de morts supplémentaires dans les prochaines décennies, peut-être 100 millions entre 2030 et 2050, surtout dans les pays en développement. Leslie Newson. La planète en colère, Atlas des catastrophes naturelles, 2005, édition. Sélection du Reader's Digest, 159p Pascal Ascot. Catastrophes climatiques. Désastres sociaux, 2006 édition. PUF 206p Gérard Brugnot. Les catastrophes naturelles, 2008 édition. Le Cavalier bleu, 127p Alexandre Magnan et Véronique Duvat. Les catastrophes naturelles, 2014 édition. Le Pommier 311p. Quelles pandémies ont été les plus meurtrières ? Dans le passé, la variole, la peste, la rougeole ont été très meurtrières, aujourd'hui le sida seul est comparable. Depuis son apparition, 1000 AV. JC. La variole, aujourd'hui éradiquée, a tué plus de 300 millions de personnes. La rougeole, apparue au 7e siècle AV. JC. Est responsable de plus de 200 millions de morts, la grippe espagnole de 1918 de 100 à 200 millions, le sida de 28 millions, la peste de Justinien de 541 à 767 de 25 millions, la peste noire de 1855 à 1859 de 12 millions, la peste des apostrophes Asie de 1340 à 1770 de 75 millions, le typhus de plus de 4 millions, le choléra de 3 millions, le paludisme de 1,7 millions, surtout des enfants, un mort de moins de 5 ans toutes les minutes, et la tuberculose de 1 million. 2 milliards de personnes, 1 sur 3,
vivent en présence d'eau contaminée et 2 millions d'enfants meurent chaque année de maladies hydriques, diarrhée, légionellose, choléra. La France est l'un des pays européens les plus atteints par le sida, responsable de 60% des décès des personnes de 25 à 44 ans. La diffusion de la maladie à dominante sexuelle à Paris, et due à la toxicomanie dans le Sud reste mal contrôlée. 150 000 Français vivent avec le virus VIH, dont 30 000 sans le savoir. Chaque année, 6 000 à 7 000 sujets découvrent leur séropositivité. Le diagnostic repose sur la détection d'anticorps ou de gènes du virus. Une plurithérapie fait baisser la charge virale. Différents facteurs restreignent en effet la réplication du virus après son entrée dans la cellule et les IFITM, interferon-induced transmembrane protein, bloquent le virus avant son entrée. Il y a émergence ou réémergence d'un certain nombre de maladies essentiellement virales, dont le nombre va aller croissant en raison de la densité de la population, des contacts fréquents avec les animaux, des changements des méthodes d'élevage, des modifications écologiques naturelles, climatiques ou induites par l'homme, urbanisation, déforestation, déplacement de population, communications internationales, qui permettent l'extension rapide des agents microbiens et de la difficulté à la restreindre. Les atteintes actuelles de virus grippaux et la fièvre hémorragique due au virus Ebola en sont des exemples. Le risque de pandémie grippale est lié à la capacité du virus de présenter des mutations permettant l'apparition d'un virus à plus grande possibilité de transmission entre humains. 2. En 2014, le virus H5N8, jusque-là limité à l'Asie, est apparu en Europe, 50 000 volailles abattues aux Pays-Bas et en Amérique du Nord, 80 000 volailles tuées. Pour le moment, il n'est pas adapté à l'homme, mais le risque de mutation est surveillé. La moitié des patients en réanimation pour détresse respiratoire, conséquence d'une grippe, ont plus de 65 ans et les enfants moins de 6 mois, et 250 000 à 500 000 en meurent chaque année. Le coronavirus MER, pour syndrome respiratoire du Moyen-Orient, initialement issu du dromadaire se transmettant par voie respiratoire, semble se développer assez vite en Corée du Sud, 35 personnes contaminées en 15 jours avec 38% de mortalité. Quant à l'épidémie du virus Ebola, due au contact avec les grands singes ou les chauves-souris, elle a déjà fait plus de 11 000 morts pour 24 000 contaminés au Libéria, en Sierra Leone et Guinée. Un antiviral grippal, le favipiravir, pourrait faire baisser la mortalité d'un facteur de 2 pour ceux qui ont un niveau de réplication du virus encore bas. Le moustique tigre, Aedes albopictus, vecteur des arbovirus du chikungunya et de la dengue, fièvre, douleurs musculaires et articulaires, tue selon l'OMS 10 000 personnes par an et va bientôt toucher 2,5 milliards de personnes des zones subtropicales. Il est maintenant présent dans plusieurs départements du sud, de l'ouest et du nord de la France. Au cas importé en métropole, en 2014, 489 cas de chikungunya et 201 de dengue, suite à l'épidémie de 2013 des Antilles, vont s'ajouter des cas autochtones de plus en plus nombreux, avec des risques mortels pour les seniors. Depuis 2006, un plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue a été mis en place, lutte antivectorielle et prévention. La société Oxitec élève des moustiques Aedes aegypti génétiquement modifiés, dépendant de la tétracycline, dont les mâles, lâchés dans la nature, donnent après croisement avec les moustiques sauvages, des descendants qui ne peuvent survivre par absence de l'antibiotique. Sanofi, après 12 ans de recherche, a mis au point un vaccin contre la dengue, 60% d'efficacité, dont les lots commerciaux seront prêts dès 2016 et un vaccin contre le paludisme va être utilisé malgré sa faible efficacité. Depuis l'épidémie en 2007 du virus Zika, transmis par le moustique Aedes africanus, dans l'île de Yap dans le Pacifique, d'autres épidémies ont suivi en Amérique latine, Afrique, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, et elles sont devenues maintenant une urgence de santé publique de portée mondiale. La maladie se manifeste par une éruption cutanée, une hyperémie conjonctivale, des douleurs articulaires ou musculaires. L'infection d'une femme enceinte, pendant le premier trimestre de sa grossesse, pourrait entraîner la microcéphalie de l'embryon. 404 cas de microcéphalie confirmés au Brésil. D'un autre côté, les infections nosocomiales, 9 000 morts par an en France sur 750 000 touchés à comparer aux 3 000 morts sur la route, sont responsables d'environ 3% des décès, 6,2% en Auvergne,
3,7% dans les Pays de la Loire, dans les hôpitaux, surtout par infection urinaire et touchant plus particulièrement les personnes de plus de 65 ans. Les agents infectieux les principaux responsables sont les bactéries Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, résistantes aux antibiotiques. On meurt moins souvent qu'autrefois de maladies infectieuses, mais le risque est plus grand de subir plus souvent des émergences infectieuses de nouveaux agents épidémiques. En France, en cas de pandémie, sont mis en place des plans Orsan adaptés à toutes les situations susceptibles d'engendrer une augmentation sensible de demande de soins, qu'elles soient liées notamment à une maladie infectieuse, une catastrophe naturelle ou autre accident, comme ce fut le cas pour la vague grippale particulièrement virulente de 2014 en raison de la faible efficacité du vaccin, 23% de réduction du risque et qui a touché 2 millions de personnes. La vaccination contre la grippe évite chaque année 2000 décès chez les seniors, bien que sur les 10 millions de personnes contactées par l'assurance maladie, seule la moitié répondent à l'appel. En France, la vaccination reste obligatoire contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, primo-vaccination et rappel, mais ce DTP n'est actuellement fourni que par l'Institut Pasteur sur ordonnance médicale, signifiant qu'il y a un risque à utiliser des vaccins associés, plus coûteux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.